C'est parti. Bienvenue donc dans ce webinaire harcèlement moral et ou sexuel au travail, tous impliqués. Claire, c'est à toi. Je te laisse te présenter. Super, merci Hop. Christian. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc Claire Mourier. Moi, je suis donc avocate en droit social, donc depuis bientôt 11 ans. J'exerce exclusivement donc en droit social, hein, donc toutes les problématiques liées au droit social, aux ressources humaines, aux liens entre les salariés et leur employeur. Voilà pour la petite présentation. On ne va pas aller plus loin. Je ne vais pas raconter ma bio. Donc Très bien, j'interviens, voilà, uniquement dans ce domaine-là, on va dire, 70-80 de clientèle employeur et le reste clientèle, salariée. Voilà, dans super. tous les domaines du droit social. Merci pour cette petite présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet, Allez, Claire. on y va. Vous verrez, on a séparé ce webinaire en trois grandes parties. La première partie, c'est sur le harcèlement moral. Alors, et avant de laisser Claire nous parler, j'aimerais en fait il me semble intéressant de savoir ce que vous connaissez. Aussi, moi, ce que je vous propose, c'est un petit sondage pour que vous nous disiez lesquelles de ces situations, d'après vous, correspondent à un cas de harcèlement moral. Donc, je démarre le sondage. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, le premier, c'est est-ce qu'une conduite qui est vexatoire et qui se répète ou qui est grave est du harcèlement moral? Si oui, vous pouvez cocher la case avant d'envoyer. Ensuite, est-ce que le comportement intempestif d'ordre sexuel envers l'employé vous semble être du harcèlement moral? Ou la sexuelle, pardon. Est-ce qu'un acte intentionnel et agressif commis à travers diverses formes de communication électronique de manière répétée à l'encontre d'un ou d'une travailleuse ou travailleur? Est-ce que c'est du harcèlement moral ou sexuel? Et enfin, est-ce qu'une agression définie par des comportements répétitifs dont le but est d'humilier la personne, est-ce que ça correspond à du harcèlement moral ou sexuel? Donc vous avez la possibilité de choisir. Alors vous pouvez tout cocher, rien cocher, en cocher certaines et à envoyer ensuite le, heu, le résultat de votre sondage et je vais déjà regarder quelles sont les réponses. Alors, on a 25 qui pensent que la conduite vexatoire et qui se répète ou qui est grave est un cas de harcèlement. 21 pour le comportement intempestif d'ordre sexuel envers l'employé, 25 pour un acte intentionnel et agressif et 29 pour l'agression. Donc en fait, je pense que tout le monde ah, je n'ai pas accès au sondage. Dalila, pour avoir accès si vous n'avez pas accès au sondage, essayez d'aller dans la conversation. Donc Claire, qu'en est-il? Eh bien, en réalité, toutes ces situations peuvent relever effectivement de situations de harcèlement moral et harcèlement sexuel et ou harcèlement sexuel. D'accord, donc en fait, on Voilà, est dans on que va dans tous ces cas sont des cas peuvent de harcèlement. relever éventuellement, de la définition de harcèlement. Mais on va voir Alors tu vas justement un petit peu plus précisément cette définition. Alors, alors définition ensemble, le harcèlement moral. Alors, oui, ce qu'il faut déjà savoir en premier lieu, c'est que, effectivement, le harcèlement, que ça soit moral ou sexuel, on entend parler, assez régulièrement et heureusement parce que la parole s'est libérée. Mais le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, correspondent à une définition juridique très précise dans le code du travail et dans le code pénal et nous avons des situations vraiment, juridiques, comment dirais-je? À analyser pour voir si effectivement une situation concrète relève ou pas d'un harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Bon, un peu de lecture, hein, parce que nous avons donc, décidé de reprendre effectivement la définition visée dans le code du travail et le code pénal. Donc, harcèlement moral, quelle est la définition dans le code du travail? Eh bien, c'est la suivante: aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou, de compromettre son avenir professionnel. Donc là, les notions qui sont importantes à retenir, c'est la notion d'agissement répété, d'accord? Qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Donc on est bien d'accord que, le harcèlement, moral ne nécessite pas nécessairement une intention de porter préjudice à la personne victime de harcèlement.
Donc ça, c'est la définition donc du code du travail et nous avons donc également le code pénal qui, définit le harcèlement moral, donc le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C'est, à peu de choses près, la même chose. Et donc le harcèlement moral est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, puisque donc nous avons une définition pénale avec des sanctions pénales et nous avons une définition effectivement dans le code du travail avec en plus des sanctions pénales, des sanctions, civiles qui peuvent être effectivement prononcées à l'encontre, d'un employeur qui n'aurait pas, par exemple respecté son obligation liée à la protection du harcèlement moral. Donc ça, c'est la définition juridique. Ce qu'il faut noter, au-delà de cette définition juridique et pour aller un petit peu plus loin, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que, le harcèlement, enfin en tout cas le harceleur, peut être harceleur sans même avoir l'intention donc de nuire au salarié harcelé. D'accord? Il s'agit simplement d'avoir je vais dire une accumulation de faits répétés qui portent atteinte à la dignité ou aux conditions de travail du salarié. Peu importe que, ces agissements répétés soient ou non de même nature. On peut avoir des agissements répétés de même nature. Typiquement, une mise à l'écart, répétée, continue. Voilà, ça peut être un exemple. Ces agissements répétés, parce qu'encore une fois, cette notion d'agissement répété est importante, doivent se répéter donc soit sur une brève période, soit sur une période un petit peu plus longue. Donc plus de 2 ans, par exemple. On a eu des jurisprudences qui effectivement faisaient état de l'existence d'un harcèlement moral dans le cadre d'un salarié qui subissait des agissements pendant plus de 2 ans. Mais ça peut durer 1 mois, tant que nous avons des agissements répétés. Il faut aussi avoir conscience que l'auteur du harcèlement peut être l'employeur, peut être un responsable hiérarchique, un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi un collègue ou un subordonné. C'est-à-dire qu'un manager, par exemple, peut être victime de harcèlement de la part d'un de ses subordonnés. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le harcèlement peut être collectif ou individuel et que, pour effectivement définir, comment dirais-je? Pour savoir si une situation relève de la situation juridique du harcèlement, moral ou sexuel ensuite, comme on le verra par la suite, eh bien, il faut analyser au cas par cas chaque situation. Puisque le juge, quand il aura affaire à traiter quand il aura à traiter une affaire, devra analyser chaque élément de preuve qui sont communiqués par le salarié ou par l'employeur pour déterminer si l'ensemble des faits ou l'ensemble des agissements relèvent ou non de la définition du harcèlement moral. Donc c'est pour ça que, les juges vraiment, définissent, cela au cas par cas, en fonction de chaque situation et c'est la raison pour laquelle avec Christian, nous avons décidé effectivement de vous présenter certains cas de jurisprudence. Ce ne sont pas des cas que nous avons inventés, c'est issu de la jurisprudence, donc de vraies décisions de justice, de, cour d'appel ou de cour de cassation, pour savoir si, les situations que nous allons vous présenter donc relèvent ou pas selon vous d'une situation de harcèlement moral. Exactement. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire participer parce que Mmh. entendre Claire nous expliquer, c'est une chose, mais on va voir, voilà, on va voir avec des cas concrets, qui ont été vraiment, portés auprès de la justice, ce que vous en savez et ensuite Claire nous éclairera sur diverses choses. Alors on va commencer avec un premier cas. Donc à chaque fois, en fait, les cas seront faits de la même façon. Vous aurez le cas qui est inscrit en bas de la diapositive et vous allez avoir un sondage qui va vous demander si vous pensez que oui ou non, ou vous ne savez pas, bien évidemment. Vous aurez la possibilité de dire je ne sais pas. Donc pour ce premier cas, donc vous allez avoir ici, hop, je le démarre, le sondage qui se met au milieu de votre écran ou dans le module de chat. D'après vous, est-ce que d'infliger à un salarié de nombreuses brimades, de le priver de ses moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, donc on parle de bureau, de téléphone, de photocopieur, etc., de l'exclure des réunions techniques, de réduire ses pouvoirs de sanction sur les personnes placées sous son autorité et de le faire figurer sur l'organigramme à un poste très inférieur à celui qu'il occupait antérieurement, est-ce que l'accumulation de toutes ces choses-là, d'après vous, est-ce que c'est un cas de harcèlement? Alors, c'est à vous. J'ai une dizaine de réponses pour l'instant.
j'ai à peu près la moitié des personnes. Vous avez le droit de dire oui, non ou vous ne savez pas, hein. Donc là, j'ai 12 réponses et on est quand même sur 80 86 de personnes qui nous disent que c'est un cas de harcèlement. Est-ce qu'ils ont raison, Claire? Oui, 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 bravo. Alors c'est effectivement un exemple un peu typique, hein, là, on a l'impression que le harceleur cumule toutes les situations, tous les cas de harcèlement possibles. On a effectivement la notion de répétition d'actes, de diversité d'actes, en plus là, en l'occurrence, puisqu'on a donc des nombreuses brimades, on a la privation de moyens matériels, donc à l'exécution des missions. Une exclusion des réunions, réduction des pouvoirs de sanction ou en tous les cas réduction de mission du salarié, harcelé. Donc oui, cet ensemble de faits, effectivement, relève d'une situation de harcèlement moral et les juges ont effectivement décidé que cette situation, entraînait des sanctions, pour l'entreprise. Donc oui, vous aviez raison. Super. Alors un deuxième cas. Hop, je vous lance le petit sondage au milieu et je vous lis donc: est-ce que le fait de donc qu'il y ait une suspension de la ligne téléphonique professionnelle d'une directrice de restaurant et demande de restitution des clés de l'établissement, justifiée par la longueur de l'absence de l'intéressée en raison d'un arrêt de travail, puis d'un congé maternité, à l'issue duquel elle n'est pas revenue travailler et n'avait pas répondu à la demande de l'employeur de déterminer les conditions de la reprise de son travail. D'après vous, est-ce que cette situation a été jugée comme être du harcèlement de la part de l'employeur auprès de cette directrice de restaurant? Alors là, il y a pas mal de personnes qui doutent, hein, parce que je n'ai que 6 réponses. Ah, ça y est, les réponses arrivent. Donc j'ai 9 réponses. Allez-y, allez-y, hein, donc on y va, voilà, une 14 réponses. Alors la grande majorité, à 79 nous dit que non. Il y en a 14 qui pensent que oui quand même, mais il y en a, allez, 19 qui pensent que oui, 75 de non et 6 qui ne savent pas. OK. Alors Claire, Alors là, en l'occurrence, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que, donc effectivement, on a une suspension de ligne téléphonique, donc effectivement, ça peut constituer un indice de potentiellement il existe, du harcèlement dans cette situation. Donc suspension de ligne téléphonique et demande des restitutions de clés de l'établissement, sauf que là, en l'occurrence, ces demandes formulées par l'employeur sont justifiées. Donc et là, en l'espèce, c'était justifié par l'absence de l'intéressé, en raison de son arrêt de travail, puis de son congé mater. Donc ces simples, éléments, c'est-à-dire la simple suspension de ligne téléphonique et demande de restitution de clés parce que c'était justifié par la situation, de l'espèce, c'est-à-dire l'absence, la «longue absence» entre guillemets de la salariée, eh bien, ça ne constitue pas, une situation de harcèlement. OK, eh bien on va passer sur le troisième cas. Alors hop, je démarre le petit sondage. Est-ce que d'après vous, le fait de n'avoir pas fourni de travail à un salarié depuis plus de 2 ans et de l'avoir obligé à se présenter tous les jours dans les locaux d'une société tierce dans laquelle il a refusé sa mutation, tout en lui interdisant d'y pénétrer, est-ce que ça, d'après vous, c'est du harcèlement? Alors, j'attends vos réponses. Il y a beaucoup de monde qui nous dit oui, 75 de oui et 25 qui ne savent pas. 82 de oui, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est à 86 de oui, je pense qu'ils sont forts quand Mmh. même, Claire, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, je pense qu'on Bravo. a des Alors pourquoi? spécialistes du sujet. Alors oui, effectivement, harcèlement moral, pourquoi? Parce que, on a, comment dirais-je, une absence de fourniture de travail. Alors c'est une des premières obligations en plus de l'employeur, hein, l'employeur doit fournir du travail, à ses salariés et là, en l'occurrence, pendant plus de 2 ans. Donc c'est quand même extrêmement long, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait des agissements répétés, peu importe la durée de ces agissements. Ça peut être un mois, ça peut être, là, en l'occurrence, 2 ans. Et en plus, effectivement, de ne pas avoir fourni du travail aux salariés, on l'oblige à se présenter tous les jours dans des locaux alors qu'en fait, il ne voulait pas y aller. Bon bref, la situation est assez particulière, mais oui, en effet, nous avons une situation de harcèlement, moral en l'espèce puisque, là, c'est assez long. On n'a qu'un seul fait quelque part, hein, enfin le fait principal, c'est de pas avoir fourni de travail aux salariés, mais ça a duré quand même plus de 2 ans, donc oui, nous avons une situation de harcèlement moral. Allez, un nouveau cas. Hop. Le cas réduction
des missions confiées aux salariés consécutives dans un premier temps à la demande de l'intéressé de réduire son activité en raison de problèmes de santé, puis dans un second temps au suivi d'une formation et ensuite en raison de la qualité insuffisante de ses prestations sans que sa rémunération en soit affectée. D'après vous, est-ce que c'est un cas de harcèlement? Je pense qu'on va avoir encore, 80 de réponses, de bonnes réponses à mon avis. Alors on va même plus loin. Ah, 92 de notre audience nous dit que non, ce n'est non, pas un cas de harcèlement. eh bien, vous aviez raison. Effectivement, c'est pas un cas, de harcèlement. Alors, il faut savoir qu'effectivement, pris, en tant que tel, hein, une réduction de mission d'un salarié, ça peut être un indice d'existence de harcèlement moral parce que ça fait partie effectivement des faits, qui voilà, qui donnent la puce à l'oreille, j'ai envie de dire, au juge pour: «Ah attention, il y a peut-être du harcèlement» parce que, réduire les fonctions d'un salarié, c'est quand même, très ça peut être grave. Là, en l'occurrence, c'est justifié. C'est justifié parce qu'en fait, c'est la salariée qui l'avait demandé, en raison effectivement, a priori, de problèmes de santé, là, en l'espèce et en raison d'une formation. Donc, on a certes une réduction de mission, mais c'est justifié, en l'occurrence, par la demande du salarié. Donc non, ça ne ce cette situation ne relève pas, de la définition juridique harcèlement moral. OK, alors on y va pour le prochain cas. Est-ce que l'accroissement des tâches d'un salarié, la multiplication des réunions, des courriels, d'ordre et de contre-ordre, l'absence de toute considération pour la personne du salarié, la dégradation des conditions de travail, tant matérielles que psychologiques, ayant entraîné l'altération de la santé de l'intéressé, est-ce que d'après vous, c'est un cas de harcèlement qui a été jugé comme un cas de harcèlement? Alors, hop, 11 réponses, j'en attends encore un petit peu avant de donner. Alors là, 100 de oui. Et bah, c'est parfait, 100 c'était de ça. oui. Ouais, 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 c'est exactement ça. Bah, là, pareil, hein, on a plein de faits qui accumulés effectivement, permettent de constituer cette situation de harcèlement moral, un croissement des tâches, multiplication des réunions, courriels d'ordre et contre-ordre. Là, on est dans l'exemple typique, j'ai envie de dire, de situation de harcèlement moral parce on coche un petit peu toutes les cases, j'ai envie de dire. Encore une fois, hein, je me répète, mais pour qu'il y ait, du harcèlement moral, il faut qu'il y ait une répétition de faits. Donc ça peut être soit une diminution de la charge de travail, soit une charge de travail accrue, au contraire. Ça peut être une mise à l'écart, ça peut être, encore une fois, des reproches, constants, et là, effectivement, dégradation des conditions de travail, ordre contre ordre, absence de considération pour la personne, accroissement des tâches et multiplication des réunions. Voilà, c'est l'exemple typique. C'est effectivement une situation de harcèlement moral. Donc 100 OK, de bonnes réponses. Bravo. bravo. Ouais, ouais, 100 de bonnes réponses, c'est très, très, très bien. Ensuite, le prochain cas, c'est installation d'un salarié dans un local exigu, sans outil de travail et dépourvu de chauffage décent, avec interdiction faite à ses collègues de lui parler, mise en doute de son équilibre psychologique et comportement excessivement autoritaire à son égard. On cumule beaucoup de choses, hein. Oui, bon, Alors, c'est un peu pour la petite histoire, il risque d'y avoir des problèmes de chauffage cet hiver, mais là, on va bien plus loin que ça, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, Bon, là, je pense que c'est un peu facile aussi. À mon avis, là, on donne un peu la réponse dans l'énoncé de l'exercice. ouais, alors on a 100 de oui. Et oui, 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 oui. Oui, oui, bah, 100 de là, c'est oui pareil, encore. hein, on enlève les outils de travail, on met à l'écart le salarié, on l'installe dans un local, complètement inapproprié. Bon, là, a priori exigu, on enlève le chauffage. Bon, voilà. Alors si, cet hiver, on vous enlève que le chauffage, rien que ce fait-là ne pourra éventuellement pas constituer de harcèlement moral, mais là, en l'occurrence, il y a encore une fois une accumulation de faits, c'est qui conduit à ce que le juge a considéré qu'effectivement, le salarié était victime de harcèlement moral dans cette situation.
On aura d'ailleurs, j'en profite, hein, avant de passer au cas suivant, on aura à la fin du webinaire, quelques, un petit moment pour que vous puissiez poser vos questions. Bien sûr, pas d'ordre personnel puisqu'il n'y aurait pas de confidentialité. Mais, voilà, sachez que là, sur ce cas-là, en fait, et comme sur les précédents et comme sur ceux qui viennent, c'est vraiment le cas avec tous les éléments qui constituent le harcèlement. On peut pas dire, voilà, par rapport au chauffage, c'est pas parce qu'on va vous couper le chauffage que tout de suite vous êtes harcelé, hein, attention. Alors ça peut l'être, hein, mais voilà. Alors le cas numéro 7. Hop, il est beaucoup plus long celui-là. Ouh Alors, là, oui, plus de lecture là. je vais essayer de le lire, très, très, très doucement. Alors le fait, pour les membres d'une équipe, de mettre leur chef à l'écart des conversations et des repas et d'échanger des mails moqueurs sur sa tenue, ses arrivées tardives et ses départs rapides, la divulgation par l'intéressé d'une liaison supposée entre deux salariés était à l'origine de la situation et l'échange de mails, lesquels ne lui étaient pas destinés, n'a couvert qu'une brève période. L'entreprise a organisé plusieurs réunions afin de mettre un terme aux difficultés relationnelles de l'équipe et a proposé des solutions raisonnables, propositions d'affectation à d'autres postes, visant à mettre fin à ces difficultés. Donc en gros, hein, voilà, on a un responsable là qui est mis à l'écart. Oui, il est mis à l'écart et puis il est un petit peu moqué, Il est un semble-t-il. petit peu moqué. Mmh. Ah, là, c'est un peu plus long. J'ai que 3 réponses pour l'instant. Ah, Les réponses arrivent, les réponses arrivent. Alors, c'est un peu moins tranché, hein, voilà, on est sur un cas où, on a 50 de personnes qui nous disent que oui, c'est un cas de harcèlement. 58 maintenant, non pour 17 et il y a quand même 25 qui sait pas. Donc alors, les OK. résultats finaux là, je suis à 53 oui, 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 Philippe, Catherine, Philippe, on reçoit bien vos réponses. Donc 53 de oui, 24 de non et 24 qui savent pas. C'était un peu plus compliqué, hein. OK. Ah bah, du Alors coup, Claire, c'est intéressant. Alors, donc la réponse qui a été donnée donc, par les juges est non. Cette situation, ne constitue pas, voilà, un harcèlement moral. Alors effectivement, on pourrait croire que oui, parce qu'on a cette mise à l'écart, d'accord? On a, des mails moqueurs sur la tenue, sur ses arrivées tardives et ses départs rapides. Donc on pourrait supposer qu'effectivement que cette situation relève du harcèlement. Sauf qu'on a les précisions, suivantes. On nous dit que, finalement cette situation, quelque part a priori, si on comprend bien les faits, résulte en fait de la divulgation pardon, du salarié prétendument harcelé, d'une liaison. Donc en fait, c'est lui qui a un petit peu, mis, un peu le bazar dans les relations entre collègues. Bon, premier élément et deuxième élément, on a le fait que, cette situation, enfin les échanges de mails n'ont eu lieu que dans une brève période. Alors, on est bien d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le harcèlement, ça peut être soit sur une brève période, soit sur une période un peu plus longue. Mais là, en l'occurrence, les juges ont considéré que c'était sur une brève période et ils l'ont relevé. Ils ont relevé également que l'entreprise, en fait, avait organisé des réunions, plusieurs réunions même, justement afin de mettre un terme à ces, difficultés relationnelles. Donc en réalité, les juges ont considéré que là, en l'occurrence, on était plus dans le cas d'une difficulté relationnelle plutôt que d'une situation de harcèlement. Donc, vous voyez que c'est quand même assez délicat, de savoir si, dans une situation donnée, on est ou pas dans une situation de harcèlement, moral. Donc il faut vraiment voir si on a, heu, une diversité de faits pris dans leur ensemble et s'il n'y a pas de justification. OK, merci Claire et on va en faire un dernier sur ce thème. Allez, Oui, la limite est extrêmement tenue sur ouais, certains cas. Tout à oui, oui. fait, tout à Mmh. fait. Hop. Alors, avertissement notifié aux salariés dont l'employeur établit qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement. D'après vous, le petit sondage est lancé. Donc, je répète, hein, avertissement notifié aux salariés dont l'employeur établit qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement. Alors. J'ai 5 réponses pour l'instant. 12 réponses, ça arrive, les réponses arrivent.
On est à 70 qui pensent que non, 7 qui pensent que oui et il y a quand même 20 qui ont un doute, hein, qui savent pas Qui ont un trop, doute. Mmh. ouais, pour se positionner. Alors, Non, mais c'est pas évident à chaque fois. Donc là, effectivement, les juges ont considéré que ce n'était pas une situation de harcèlement. Alors, semble-t-il parce que les avertissements étaient justifiés. Mmh. Alors encore une fois, un salarié qui reçoit, je ne sais pas, un avertissement toutes les semaines ou tous les mois, on pourrait se dire effectivement ça peut être un indice de l'existence du harcèlement moral. Mais si les avertissements sont, justifiés, Heu, semble-t-il, bah, en l'occurrence, les juges ont considéré que ça ne constituait pas du harcèlement. Donc c'est vraiment, je veux dire, là, on a donc une définition juridique, hein, code du travail et code pénal, mais on a une appréciation au cas par cas qui est effectuée par les juges pour savoir si telle situation relève ou non du harcèlement. Il faut bien comprendre qu'il faut prendre, la situation dans sa globalité, d'accord? Voir si, les agissements de la société ou du manager qui serait harceleur, ne sont pas justifiés ou sont justifiés. Voir si on a, plusieurs exemples, donc une mise à l'écart, un retrait de fonction, des brimades constantes, des moqueries et si c'est pris dans son ensemble, tous ces faits constituent ou pas du harcèlement moral. super, ben, merci beaucoup Mais c'est Claire, pas hein, pour toutes évident, c'est pas ces évident. merci pour toutes ces explications. En effet, c'est pas évident. Alors vous verrez dans le support que nous vous enverrons après, le webinaire, il y a d'autres petits cas. On en a mis encore d'autres, hein, on va pas tous les voir là, et on va passer à la deuxième partie qui concerne le harcèlement Harcèlement sexuel. sexuel, exactement. Alors, Donc avant de vous faire, participer encore une fois, on va demander à Claire de nous définir un petit peu, ce que c'est que ce harcèlement sexuel. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de textes, c'est ce que beaucoup de j'allais dire. textes. Là, il y a encore beaucoup de choses à lire. On dit que sur les slides, il faut jamais mettre beaucoup de texte, mais bon, là, on pouvait difficilement réduire le code du travail, ou ensuite le code pénal. Donc on a effectivement une définition qui est, précisée, au sein du code du travail, donc l'article 1153-1 très exactement. Alors, je vais peut-être pas relire, le texte là, en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons en fait 2 types de harcèlement sexuel. Donc on a le harcèlement sexuel, qui est effectivement constitué par des propos, comportements à connotation sexuelle, donc sexistes répétés. Donc on a encore cette notion de répétition qui porte donc atteinte, hop, à la définition, de la Ah pardon, slide. je suis allé C'est pas trop vite. grave. Je pensais Oui, je pensais que tu parlais c'est pas déjà grave. de celle-là, Non, donc non, non. pas de problème. Donc des agissements donc répétés encore une fois qui portent atteinte à la dignité et qui ont un caractère donc dégradant ou humiliant. Donc le harcèlement sexuel est constitué donc lorsque, un même salarié subit des propos ou comportements venant de plusieurs personnes ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. C'est assez complexe. Donc ça, c'est le premier cas, on va dire, de harcèlement et on a ce qu'on appelle le harcèlement sexuel assimilé, donc c'est le petit carré là sur la droite, donc c'est assimilé au harcèlement sexuel, constituant toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, et cetera. Donc on a vraiment cette notion de harcèlement sexuel avec des agissements répétés et on va dire le harcèlement sexuel assimilé qui là ne nécessite pas de répétition de l'acte. Tu peux passer, Christian. Oui, je suis en train de voir que Barthélémy nous a posé une question dans le chat. Je ne sais pas Oui. si tu veux qu'on y réponde tout de suite ou si on les garde pour la fin? On peut peut-être les bah, tout dépend de la question, comme je vois pas Alors les questions. la question de Barthélémy, c'est: «Si le harcèlement peut être constitué, même si son auteur n'a pas d'intention de nuire, quelles sont les actions préventives qui peuvent être mises en place?» Donc je pense que c'est voilà, ça méritait un peu de développement. On va la garder pour tout à l'heure, mais Alors, on y répondra. en fait, on va y répondre tout à l'heure, en fait, justement. Voilà, on Donc va y ça tombe bien. répondre On va répondre à votre question. et j'ai Delila qui nous dit: «J'ai un doute sur le principe de répétition pour le harcèlement sexuel. Un seul Ouais. acte peut être considéré comme harcèlement sexuel, non?» Point Oui, quand d'interrogation. on exactement, quand on est dans on va dire le harcèlement sexuel assimilé, tout à fait. OK, très bien. Alors, on va continuer. Donc approfondissons effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la définition du harcèlement sexuel effectivement est étendue aux propos et comportements à connotation, on va dire, sexiste. Alors là, en l'occurrence, on fait un webinaire, on essaie de préciser un petit peu donc les définitions de harcèlement moral et harcèlement sexuel. On n'a pas visé, justement les agissements sexistes.
d'accord? C'est un peu distinct. Les agissements sexistes, c'est quoi? C'est tout agissement qui est lié au sexe d'une personne, ayant pour effet ou pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc ça, c'est les agissements sexistes qui portent plus sur le genre et qui, pour le coup, n'a pas besoin d'agissements répétés. C'est-à-dire on peut être dans le cadre d'un agissement sexiste sans qu'il soit répété. Un seul agissement peut être considéré comme constitutif d'un agissement sexiste. D'accord? Donc, mais c'est différent du harcèlement sexuel. Donc, s'agissant du harcèlement sexuel, effectivement, cela peut venir donc de plusieurs personnes, de manière concertée ou non, ou à l'instigation d'une seule personne, et alors même que chacune des personnes n'a pas agi de façon répétée. C'est-à-dire qu'on peut avoir comment dirais-je? Un comportement global de harcèlement sexuel, heu, on va dire, par exemple, je ne sais pas, une dizaine de personnes dans un service qui ont un comportement, relevant du harcèlement sexuel, mais un salarié pris individuellement n'a pas agi de manière répétée. Mais pour autant, comme on a plusieurs agissements de plusieurs salariés, on peut être dans une situation de harcèlement sexuel. D'accord? Et la définition pardon, du harcèlement sexuel est effectivement étendue aussi, à des tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Bon, la nuance est un peu tenue, je suis d'accord, mais voilà, il faut bien avoir à l'idée qu'on peut avoir effectivement un harcèlement, sexuel, on va dire, de groupe. J'aime pas trop cette expression-là, mais vous comprenez l'idée. Et donc, comme pour le harcèlement moral, les juges font une appréciation au cas par cas de chaque situation d'espèce pour déterminer si effectivement la situation dont ils ont à juger relève ou pas du harcèlement sexuel. OK. Et que nous dit le code pénal par rapport à tout Voilà. ça? Encore beaucoup de choses, hein. Encore beaucoup de choses, donc là je ne vais pas vous le relire, mais bon, c'est à peu de choses près la même définition avec donc effectivement une sanction, pénale, hein, bien évidemment, puisque vous avez comme pour le harcèlement moral, vous avez des sanctions pénales, donc une amende et une peine d'emprisonnement et puis des sanctions civiles, donc des dommages et intérêts, dont le montant est souverainement apprécié par les juges. Alors La définition est identique. on a une petite question, profitons-en avant de passer au cas pratique, Yes. alors d'Alexandra: «Le harcèlement sexuel peut se faire uniquement par un supérieur ou également par des collègues?» Ça, c'est comme le harcèlement moral, ça peut provenir d'un collègue, d'un supérieur ou d'un subordonné. OK, et j'ai Amandine aussi qui nous disait: «L'agissement sexiste isolé peut-il être sanctionné?» Alors je pense qu'on n'est pas dans le cas de harcèlement sexuel, Non, comme tu mais l'as dit. oui, c'est ça. Mais il peut être sanctionné, bien évidemment. Si, vous, employeur ou manager, vous constatez, un agissement sexiste peut être, effectivement sanctionné. On considère qu'il existe un agissement sexiste à partir d'un agissement. On n'a pas besoin d'agissements répétés pour les agissements sexistes. Donc, bien évidemment, si vous relevez un tel agissement, et Alors que vous avez un pouvoir de sanction, il faut sanctionner. je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport au harcèlement sexuel. On va prendre du temps après parce que sinon on va pas y arriver dans le donc Laurent, je ne vous oublie pas, on garde votre question pour tout à l'heure. Et on continue, donc on va passer au cas pratique, hein. On va passer au cas pratique. Donc le prochain cas, il est là. Est-ce que d'après vous, un comportement grossier d'un employé à l'égard de 2 salariés et proposition d'ordre sexuel faite à l'une d'entre elles en échange d'avantages professionnels, est-ce que ça, d'après vous, est-ce que c'est du harcèlement sexuel? Hop, vous avez le petit sondage qui apparaît. Je répète, hein, donc comportement grossier d'un employé à l'égard de 2 salariés et proposition d'ordre sexuel faite à l'une d'entre elles en échange d'avantages professionnels. Alors, 100 pour l'instant, je ne dis pas si c'est du oui ou du non, pour laisser les autres répondre. Ça arrive, ça arrive. Donc on est à, 93, voilà, j'ai bien fait de pas donner la réponse. Donc 94 qui nous disent que oui, c'est un cas de harcèlement sexuel. Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Oui, oui, ils ont raison. C'est un cas de harcèlement sexuel. Bon, là, en l'occurrence, bon, c'est un comportement grossier d'un salarié, d'un employé à l'égard de deux salariés, et proposition au pluriel, donc on suppose qu'il y en a eu donc plusieurs, d'ordre sexuel, en échange en plus d'avantages professionnels. Donc là, on est oui, typiquement dans une situation de harcèlement sexuel. De harcèlement sexuel. Mm. Alors le prochain cas.
Le fait pour l'employeur de multiplier les cadeaux, bijoux, vêtements, chaussures, fleurs, les appels et messages téléphoniques, de se rendre au domicile de la salariée et de s'introduire dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances. Attention, hein, attention, Claire vous le dira, la drague n'est pas interdite. Mais est-ce que là, ça va au-delà de la drague? Est-ce que c'est du harcèlement sexuel ou pas? Hop, pardon, je vous lance le petit sondage pour que vous puissiez nous répondre. Et donc, je vous le répète, faites pour l'employeur, pardon, de multiplier les cadeaux, les appels et messages téléphoniques, de se rendre au domicile de la salariée, de s'introduire dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites, pour l'instant, j'ai 13 réponses. Voilà, tout le monde nous dit oui. Donc j'ai un 100 de oui, c'est du harcèlement. On n'est pas dans une simple drague. Qu'est-ce Eh que oui. tu nous en dis, Claire? Oui, 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 en effet, on n'est pas dans une simple drague là, pour le coup. Bon, les cadeaux, à la limite, ça pourrait passer s'il y avait que ça, mais on a quand même, des appels, des messages téléphoniques, une visite au domicile quand même de la salariée et a priori, l'employeur s'est aussi introduit dans sa vie privée dans le but de la convaincre, et même de la contraindre, donc les termes sont quand même aussi très importants, à céder à ses avances. Alors là, effectivement, harcèlement sexuel. On est bien d'accord que, une drague entre collègues ne constitue pas nécessairement du harcèlement sexuel. Heu, Même des avances, si c'est ponctuel, si c'est courtois, si c'est, bien amené et si c'est pas de du Dans le respect de l'autre, en fait, tout simplement. exactement, dans le respect de l'autre, le la drague en tant que telle ne constitue pas du harcèlement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, les juges tiennent compte, là, pour le coup, également, de la position, du harceleur, position hiérarchique et du lien hiérarchique du harceleur par rapport au harcelé. C'est des indices aussi qui peuvent, donner lieu à conclusion au harcèlement moral ou pas, parce que si vous avez, par exemple, un manager qui a, je dis n'importe 55 ans et qui, fait une drague un peu lourde, face à une petite salariée qui en a 20. Là, souvent, les juges considèrent qu'effectivement, on a une situation de harcèlement parce qu'il y a cette notion de lien hiérarchique qui rajoute, voilà, au caractère harcèlement, on va dire, en sus du fait qu'effectivement la drague, est totalement déplacée, hein. Il faut vraiment distinguer la drague, on va dire courtoise et les gestes, propositions, déplacés et insistants. Voilà. OK. Allez, un cas supplémentaire, on y va. Est-ce que pour vous, des gestes familiers, mais sans connotation sexuelle, d'une salariée envers une collègue, tels que lui mettre la main sur l'épaule en lui faisant la bise le matin et poser les mains sur sa taille et ses hanches afin de vérifier si elle est plus grosse qu'elle, est-ce que ça, d'après vous, c'est du harcèlement sexuel? Bon, c'est un peu malvenu de vérifier si l'autre est plus grosse que soi, mais bon, c'est pas Oui, mais bon. au-delà de ça. Alors, 10 réponses pour l'instant. Allez-y, allez-y, hein, n'hésitez pas. De toute façon, c'est anonyme, hein, donc je ne sais pas qui répond quoi, Oui, il y a pas de sanction si vous répondez mal, hein. voilà. Alors, c'est partagé. C'est partagé. J'ai, 56 personnes, 56 des personnes qui pensent que non, ça n'en est pas. J'ai 22 qui pensent que oui et 22 qui ne savent pas. Donc là, c'est assez partagé. Donc qu'est-ce que tu D'accord. peux nous dire sur ce cas, Claire? Eh bien, en l'occurrence, les juges ont considéré que ça ne constituait pas du harcèlement sexuel. Bon, alors là, sans doute parce qu'effectivement, il y aurait pas de connotation, sexuelle, que certes, c'était des gestes familiers, mais en tant que tel, un geste familier ne constitue pas, donc en l'occurrence, du harcèlement. Donc ils ont considéré qu'effectivement, voilà, mettre la main sur l'épaule en faisant la bise, c'est pas du harcèlement, pas plus que de poser les mains sur les tailles pour vérifier si la collègue est plus grosse ou ou plus fine. Là, en l'occurrence, nous ne sommes pas dans une situation de harcèlement sexuel. OK. Alors, la prochaine. Tendance un peu excessive d'un salarié à la plaisanterie gauloise, dont les autres femmes de l'entreprise ne sont ni choquées ni gênées, ces plaisanteries, pas toujours qualifiées de très fines, faisant partie de l'ambiance détendue et décontractée dans l'entreprise et du personnage par ailleurs très apprécié, y compris des femmes interrogées. Alors, est-ce que d'après vous, ce cas est un cas de harcèlement sexuel? Alors,
hop. 100 pour l'instant. J'ai que 5 réponses, donc j'attends d'en avoir un tout petit peu plus pour donner la réponse. Non, j'ai plus 100 d'ailleurs, j'ai 70 qui nous disent alors ça baisse. Alors, hop. Allez, c'est bon. 57 qui nous disent non, 36 qui nous disent oui. OK, Ah, donc donc 50, là, ça ouais, c'est ça un peu plus partagé. ça pose question. C'est Alors, est-ce ça. que ce cas est un cas de harcèlement sexuel? Et bien là, en l'occurrence, les juges ont considéré que non. Non. Alors, c'est vrai que ça peut ça peut être, source d'interrogation. On a, semble-t-il, une ambiance un peu, grivoise, un peu, gauloise, hein, mais semble-t-il, ici, on n'a pas de situation de harcèlement sexuel. Pourquoi? Sans doute parce que effectivement, les femmes qui étaient interrogées, donc semble-t-il, appréciaient le personnage et ça choquait pas grand monde. Voilà, c'est pas parce que vous avez un collègue un peu lourd, qui fait de l'humour un peu lourdingue, que, ce collègue est pour autant, un harceleur, sexuel. Donc, voilà, là, en l'occurrence, ça ne constituait pas du harcèlement sexuel. Après, j voilà, dans une autre situation, par exemple, si on avait, effectivement des plaisanteries, continues, gauloises, un peu déplacées, avec en plus, je ne sais pas moi, des gestes déplacés, des propos encore plus déplacés, là, peut-être que ça aurait constitué du harcèlement sexuel. Là, en l'occurrence, écoutez, les salariés ne semblaient ni choqués ni gênés, donc les juges ont considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement sexuel. OK. Alors, il est 11h46 déjà, donc on va passer à la Mmh. troisième partie, hein. Vous verrez, on vous a mis plein d'autres cas, que vous recevrez, mais on va passer à «Et moi dans tout ça». Et oui, parce que c'est pas évident de savoir si effectivement, on est victime ou pas de harcèlement, sexuel ou moral, comme on l'a vu, hein, parce que la définition juridique, OK, elle est là, mais encore une fois, c'est à l'appréciation au cas par cas. Mais que faire justement quand moi, salarié, je m'estime, victime de harcèlement, moral ou sexuel? Que faire si je constate ou je pense qu'un collègue est victime de harcèlement? Et que faire quand moi je suis employeur ou, tous les cas, j'ai des responsabilités de ressources humaines de manager, je constate qu'il y a une situation, de harcèlement ou en tous les cas, on fait état, d'une plainte pour harcèlement. Alors, première situation, je pense être victime, je suis salariée, je pense être victime de harcèlement. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu du bon sens, ce que je vais dire, c'est pas forcément juridique. Mes premiers conseils, c'est effectivement se faire accompagner. Heu, Souvent quand on est victime de harcèlement, on est un petit peu isolé. Il ne faut pas hésiter à prendre attache avec son médecin traitant déjà et se faire arrêter si besoin et si son médecin traitant l'estime nécessaire évidemment. Il n'y a pas de honte, à avoir un arrêt maladie pour prendre un petit peu de recul sur la situation. Bien évidemment, se faire accompagner éventuellement par les acteurs en place au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes employé, soit comment dirais-je? L'inspection du travail, soit la médecine du travail, soit les représentants du personnel, vous pouvez les contacter. Heu, Également, mais là vous allez croire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est toujours bien, c'est toujours meilleur, moi c'est ce que je conseille toujours, c'est de prendre attache avec un conseil, en droit social, donc avocat ou juriste, pour essayer justement de déterminer, si la situation qui est, vécue relève ou pas, du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Comme on le disait au tout début, effectivement, c'est des notions qui sont un petit peu à la mode. C'est malheureux à dire, mais disons que la parole se libère, mais parfois les salariés ont tendance à penser être victimes de harcèlement. Sauf qu'en réalité, juridiquement, on ne peut pas qualifier leur situation de harcèlement. Donc ils ne vivent pas une situation de harcèlement. Ça va être plutôt des comment dirais-je? Des mauvaises conditions de travail, mais qu'on ne pourra pas qualifier de harcèlement. Donc on ne peut pas, hem, comment dirais-je? On ne peut pas coller à chaque situation, le terme juridique du harcèlement, c'est faux. Donc mon conseil, c'est de se faire accompagner et essayer de déterminer avec justement, heu, un professionnel du droit, si la, situation subie et vécue relève ou pas du harcèlement, moral ou sexuel. Et en fonction de cette analyse de situation, eh bien, plusieurs options, peuvent s'offrir aux salariés. C'est-à-dire que soit on dénonce, par écrit la situation vécue auprès de son supérieur hiérarchique ou, des responsables de ressources humaines, pour essayer justement de sortir, de cette situation de harcèlement pour que, une situation puisse être trouvée avec l'employeur. Donc effectivement, acter par écrit la situation, c'est-à-dire
On parle de dénonciation de harcèlement, oui, il faut l'écrire. Ça, en tout cas, c'est le conseil que je donne à chaque fois. En revanche, il ne faut pas l'écrire à tout bout de champ et c'est pour ça qu'il faut, en amont, analyser la situation pour savoir si la situation relève du harcèlement. Parce que si on écrit, on est salarié, on écrit: «Je suis victime de harcèlement, aidez-moi», alors qu'en réalité, ça ne constitue pas du harcèlement, ça risque de compliquer encore plus les relations, j'ai envie de dire, entre collègues et avec les supérieurs hiérarchiques. Heu et à l'inverse, il faut, comment dirais-je? Il faut de toute manière, essayer de se rapprocher de ses responsables hiérarchiques pour ou c'est N+1 ou N+2, hein, tout dépend bien sûr qui est, l'auteur présumé du harcèlement évidemment, mais pour trouver une solution, soit de sortie des effectifs, soit de changement par exemple de pôle ou de service si cela est possible. Heu, J'attire votre attention, mais vous le savez certainement, on ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral ou sexuel, d'accord? Heu, En revanche, si on dénonce une situation alors qu'on sait que ça ne relève pas du tout du harcèlement et qu'on est de mauvaise foi, là, pour le coup, on peut être sanctionné. Mais donc 1er mes conseils, c'est se faire accompagner par des professionnels de santé, par des professionnels du droit, heu, par des professionnels internes ou externes à l'entreprise. Acter par écrit la situation si effectivement on est dans une situation de harcèlement moral ou sexuel et respecter les procédures internes. Là, je l'évoquerai par la suite quand on sera sur le côté, employeur, on va dire. Alors je pense qu'un collègue est victime, c'est un petit peu plus délicat, j'ai envie de dire, puisque ça ne nous concerne pas nous, ça concerne potentiellement, un collègue. Alors bien évidemment, on conseille, mais ça c'est du bon sens, c'est pas du droit, c'est d'en parler au préalable, effectivement à la personne. Éventuellement, si, vous estimez que cette situation relève du harcèlement, c'est respecter les procédures internes pour dénoncer la situation. Mais là, c'est extrêmement délicat de dénoncer une situation à la place d'un collègue. Ça, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas, il faut voir et puis il faut voir aussi avec les représentants du personnel, avec la médecine du travail éventuellement pour se faire accompagner dans ce contexte-là. Mais bon, c'est assez rare en général, hein, qu'un collègue dénonce à la place d'un autre, hein, soyons clairs. Alors, je suis manager ou représentant de la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une obligation de santé et de sécurité de résultat, d'accord? Donc l'employeur doit s'assurer de la santé et de la sécurité de l'ensemble de ses salariés et donc l'employeur a beaucoup d'obligations, d'accord? Une obligation de prévention et une obligation d'action. On a plusieurs, acteurs qui peuvent être mis en place. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais par exemple, dans les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur doit nommer un référent, harcèlement moral, harcèlement sexuel, qui est là justement pour informer, orienter et accompagner les salariés. Vous avez également le CSE, comité social et économique, qui doit effectivement parmi ses membres désigner également un référent harcèlement moral, harcèlement sexuel qui est là également pour, accompagner les salariés, les orienter, les informer. Autre, acteur et autre procédure, qui est assez récente, mais dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur doit mettre en place ce qu'on appelle, une procédure pour les lanceurs d'alerte, donc procédure qui doit respecter un certain nombre d'obligations et le décret est paru, la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc c'est tout récent. Mais l'employeur doit mettre en place, un système de recueil, des alertes liées à certaines situations, dont notamment les situations de harcèlement et de traitement, des alertes qui seraient, effectivement portées à sa connaissance, liées notamment donc au harcèlement moral et sexuel, parce que ça peut traiter d'autres sujets. Autre obligation donc, prévention, on est d'accord? Et action. Donc vous êtes employeur, et vous recevez un mail, un courrier ou même à l'oral, hein, en tout cas une plainte, on va dire, un salarié qui, se plaint devant vous enfin ou auprès de vous d'une situation, qui, relève a priori et selon lui, d'un harcèlement moral ou sexuel. Première obligation, quand vous avez ce type, d'écrit, c'est tout de suite diligenter une enquête et ça, c'est impératif, c'est nécessaire. Il faut que vous diligentiez une enquête, impartiale et contradictoire, bien évidemment. En revanche, et là je mets un petit bémol parce que j'ai pu le voir dans ma pratique, avec, certains clients, hem, on diligente une enquête quand on a effectivement une dénonciation de harcèlement.
On ne va pas diligenter une enquête uniquement parce que vous avez une salariée qui vous dit, je ne sais pas moi, que effectivement, elle a sa collègue qui n'arrête pas de critiquer sa jupe qu'elle porte aujourd'hui. Je vais exprès dans la caricature, hein. Mais il faut bien distinguer effectivement les petites chamailleries, on va dire d'école maternelle qui peut se passer, hein, entre collègues, hein, c'est la vie. Il faut distinguer ces situations-là d'une situation effectivement de harcèlement moral ou sexuel qui serait dénoncée. Parce que si vous commencez à diligenter une enquête alors qu'en réalité, c'est juste, des petites chamailleries et qu'en réalité, simplement écouter les personnes, suffisait à apaiser la situation, c'est pas plus mal, d'accord? Donc on diligente une enquête que si on a effectivement une dénonciation écrite et précise sur une situation de harcèlement moral, hem, ou sexuel et ensuite, bien sûr, prendre des mesures adaptées. Si, après enquête impartiale et contradictoire, j'insiste, si après enquête vous estimez qu'effectivement, la situation évoquée et dénoncée par le salarié relève du harcèlement moral ou sexuel, que vous avez un salarié qui est harceleur, là, vous n'avez d'autre choix que de le sanctionner. Alors, la sanction, ça peut être effectivement soit un changement de service, modification de poste, soit ça peut aller jusqu'au licenciement, bien évidemment, pour faute grave. Donc, quelque part, vous êtes un peu contraint parce que vous avez cette obligation de santé et de sécurité de résultat. Donc vous ne pouvez pas à la fois vous contenter pardon, d'une enquête, heu, sur le harcèlement et de dire: «Bon, c'est bon, j'ai constaté qu'effectivement il y avait du harcèlement. Je fais juste un petit avertissement, aux salariés harceleurs. Si la situation ne peut pas, s'améliorer, en laissant le salarié, en poste et bien vous n'aurez d'autre choix que de le sanctionner. Si vous ne le sanctionnez pas plus durement, type, licenciement pour faute grave et bien le salarié victime peut vous reprocher justement de ne pas respecter votre obligation de santé et de sécurité de résultat, puisque finalement, vous ne mettez pas un terme à cette situation de harcèlement. Donc c'est toujours délicat quand on est employeur, je le sais bien, de gérer ces situations de harcèlement, mais encore une fois, dès lors que vous diligentez des enquêtes impartiales et contradictoires et que vous, gardez des preuves, bien évidemment, de cette enquête, heu et que vous agissez une fois que vous avez déterminé si effectivement le salarié harceleur est bien harceleur, eh bien là, votre responsabilité pourrait difficilement être, engagée. Alors pour la Alors, dernière slide oui, dis-moi on a Christian. eu d'ailleurs, on a eu dans les questions quelqu'un qui nous parlait des lanceurs d'alerte. Oui. Et il nous reste très, 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 très peu de temps, donc est-ce que tu peux, très rapidement nous Oui, dire, oui, oui, lanceur d'alerte, donc c'est ce que je disais, en fait, c'est tout enfin, c'est assez récent et puis là, on a eu un décret qui est sorti donc la semaine dernière qui précise un petit peu la procédure que doit mettre en place l'employeur en interne. En fait, chaque entreprise, de plus de 50, salariés doit mettre en interne, doit créer une procédure de lancement d'alerte. Une procédure qui permet de recueillir les alertes, émises par les salariés et de traiter ces alertes. Donc ça passe notamment par une enquête, encore une fois, de la situation évoquée pour constater si, elle relève ou pas du harcèlement. Alors comme je le disais tout à l'heure, le lanceur d'alerte n'est pas spécifique au harcèlement, hein, c'est sur tout autre sujet, d'accord? Heu, mais là, comme en l'occurrence on parle du harcèlement, effectivement, il faut en parler. Donc c'est tout récent, comment dirais-je? Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va dénoncer une situation, mais qui respecte la procédure mise en place dans l'entreprise, d'accord? Pour, bénéficier de la protection du lanceur d'alerte, parce que le lanceur d'alerte ne peut pas être sanctionné pour avoir lancé son alerte, il doit avoir respecté la procédure qui est établie au sein de l'entreprise. D'où l'importance pour l'entreprise donc de mettre en place cette procédure et de communiquer sur cette procédure. Vous devez, heu, communiquer, que ça soit par mail, note de service, sur la procédure que vous avez mise en place en interne, parce que, autrement les salariés n'en auront pas connaissance et d'ailleurs j'insiste sur ce point-là puisque vous le savez certainement pour ceux qui ont effectivement des fonctions, RH et qui nous écoutent, ce matin, vous avez dû mettre à jour votre règlement intérieur depuis le 1er septembre dernier, parce que le règlement intérieur doit maintenant, viser effectivement la procédure du lancement d'alerte, justement pour que les salariés soient informés de cette procédure qui existe, en plus de tout ce qui existait déjà, hein. Parce qu'on a donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les référents harcèlement moral sexuel de l'entreprise pour les entreprises de plus de 250 salariés. On a le référent harcèlement moral sexuel désigné au sein du CSE et on a donc cette procédure de lanceur d'alerte,
à mettre en place, donc j'insiste, en interne assez rapidement au sein de l'entreprise Super. pour régler ces situations de harcèlement. Mais on pourrait en parler encore pendant 3 heures, Oui. mais D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que, plusieurs choses. Si Claire est d'accord, pendant le petit moment là qui nous reste, heu, n'hésitez pas à poser vos questions, mais vraiment claires, parce que par exemple Dalila met S automatique. Sorti du contexte, ça ne veut plus rien dire. Donc posez votre question bien clairement et si Claire est d'accord, elle y apportera des réponses que je mettrai dans le livret. Donc allez-y, posez vos questions. Pendant ce temps-là, moi ce que je vous propose, comme on a l'habitude de faire, chez OhmyWebinar, c'est de vous autoriser, le fait d'ouvrir vos webcams et on va faire une photo de groupe. On va faire une petite photo de groupe. Donc je vous laisse voilà, super. Hop, je vais arrêter le partage pour l'instant. Voilà, super, je vois toutes les photos. Je vais arrêter la mise en évidence de Claire aussi parce que sinon on va faire une photo que de Claire avec vous à côté. Bonjour à tous. Alors, je laisse encore quelques instants à ceux qui le souhaitent, pour ouvrir vos caméras. Hop, je vais me mettre en grande galerie pour avoir tout le monde. Super. Ah bah, je vois Pascal, je vois Julie, des têtes connues et puis des moins connues encore et j'espère qu'ils le deviendront. Donc je vous propose donc de bien regarder en face de votre webcam et on va faire une belle photo en souvenir de ce super webinaire. 1, 2, 3, clac. La photo est dans la boîte, je l'enregistre, hop, photo d'aujourd'hui, hop, c'est enregistré, super, merci beaucoup. Et j'en profite donc pour 2 choses. Je vais vous lancer 2 petits sondages. Le premier qui arrive tout de suite et pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, pour qu'on puisse y apporter des réponses parce qu'il y en a eu énormément. On est un peu pris par le temps. Donc 1er sondage, est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? Donc vous avez des petits cœurs, si vous mettez celui de tout à gauche, bah, c'est pas du tout et tout à droite, c'est énormément. Donc après à vous de dire, heu, combien vous avez apprécié ce webinaire. c'est anonyme, hein, parce que dis-leur, parce que C sinon, c'est complètement anonyme et c'est vraiment juste pour nous, pour pouvoir nous améliorer, et le deuxième petit sondage, pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est voilà, sur quel thème voudriez-vous que nous organisions de futurs webinaires? Heu, donc n'hésitez pas à nous dire également s'il y a des sujets qui vous intéressent, on les étudiera. Dernière chose que je voulais également vous dire, c'est, si vous souhaitez, comme l'a fait, Claire ou Julie, le mois dernier, Julie qui est avec nous aujourd'hui, si vous voulez faire, des webinaires avec nous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors ça vous permet d'avoir un peu de visibilité en même temps, hein. Donc je vous mets mon mail dans, hop, le chat. Si vous avez envie d'être intervenant, n'hésitez pas à m'écrire. Ce sera avec plaisir qu'on étudiera, vos candidatures. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a dépassé de quelques minutes. Merci beaucoup Catherine. Merci à tous pour votre participation.